Merci d'être présents nombreux pour traiter du thème de cette première table ronde, de ce premier temps de réflexion entre nous pour ces 10 ans. Alors vous le savez, nous avons décidé cette année de placer nos universités sur le thème « S'engager pour un monde plus juste ». Lors des journées parlementaires qui ont précédé, nous avons déjà eu l'occasion de travailler sur la transition énergétique, sur le développement des énergies renouvelables, sur le progrès social et sur les questions de fiscalité. Et donc ce soir, nous allons, autour de notre ministre, cher Jean-Noël Barrot, travailler sur la question et réfléchir sur la question de l'innovation pour maîtriser son destin. Alors, nos invités ont tous répondu présents à l'appel. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, pour être à nos côtés. Alors, je vais vous présenter très rapidement. Vous nous redirez un mot ensuite de qui vous êtes. Donc, je commence par les dames. Nous avons Fabienne Collat, qui est la présidente de la Mutualité française de Bretagne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons Laetitia Vasseur, qui est cofondatrice de HOP, donc Halte à l'obsolescence programmée, une association dont vous nous direz exactement ce que vous faites, c'est très intéressant. Et puis nous avons Asma Mala, qui est chercheuse et avec qui nous échangerons notamment sur les problématiques de la souveraineté numérique, mais pas que. Voilà. Bien évidemment, autour de notre ministre, nous avons notre président du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, donc Jean-Paul Mattei, et puis Jean-Luc Laglaise, ancien député, qui est également à nos côtés. Merci d'être là. Alors, l'innovation, on en parle souvent pour la technologie ou pour le monde économique, on en parle moins aujourd'hui pour l'innovation sociale, quoique de plus en plus on aborde ces thématiques. On va aborder la triple dimension aujourd'hui de l'innovation sur la souveraineté, les questions de souveraineté, les questions de climat et de transition énergétique, et puis bien sûr l'innovation sociale. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à notre ministre qui va nous dire quelques propos introductifs. Merci beaucoup Marina, bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être à Guidel cette année de 10e anniversaire. Vous avez entendu François tout à l'heure. En réalité, c'est un pèlerinage et ça prend tout son sens de se retrouver dans les premiers jours de la rentrée ensemble pour renouer le lien humain qui est si important quand on est embarqué dans une aventure collective comme la nôtre, mais aussi de se poser, de faire un pas de côté. Et je crois que c'est une singularité de notre famille politique pour regarder au loin et avant de rentrer chacun dans nos territoires, dans nos activités professionnelles, dans nos vies d'élus locaux ou parlementaires, eh bien, d'avoir les idées claires. Et c'est important d'avoir les idées claires dans la période qui s'ouvre, puisque il y a un an, on ne pouvait pas imaginer que les 4 saisons qui allaient s'écouler allaient venir avec leur lot d'incertitudes. Je pense à l'automne dernier, juste après la 9e édition de Guidel, où on a vu le grand retour de l'inflation avec la hausse des prix de l'énergie, la hausse des prix des matières premières, qui a complètement bousculé nos modèles économiques et qui nous a amené d'ailleurs au gouvernement, au Parlement, à prendre des mesures inédites qu'on n'avait jamais vues depuis bien longtemps pour bloquer les prix et pour accompagner, en tout cas pour essayer de limiter l'impact de l'inflation. Mais l'inflation est là et elle nous amène à repenser complètement un certain nombre de choses, elle bouscule nos certitudes. Après l'automne, l'hiver, et c'est la guerre aux portes de l'Europe qui, là aussi, bouscule complètement nos certitudes en matière géopolitique et nous amène à regarder l'avenir avec un œil très différent. Au printemps, c'est la réélection d'Emmanuel Macron et c'est l'élection par les Français d'une Assemblée nationale pluraliste. Alors on ne va pas complètement se plaindre, nous autres qui sommes des démocrates et qui avons plaidé pour le pluralisme à l'Assemblée depuis si longtemps. N'empêche que, là aussi, sur le plan institutionnel, avec une présence très forte à l'extrême gauche d'un certain nombre de parlementaires qui ne sont pas là pour faire le jeu du Parlement, mais plutôt pour semer le désordre et le chaos, ça nous appelle évidemment à revoir complètement nos habitudes de travail. On en parlait tout à l'heure avec Jean-Paul Mattei, François Bayrou, les ministres et les membres des groupes parlementaires. Bref, une nouvelle manière de travailler en démocratie. Et puis l'été dernier, ça a été rappelé par nos parlementaires bretons, l'été de tous les records, avec des pointes de température à 30 degrés en Méditerranée ouest, des records d'impact de foudre, des records en matière d'incendie ou d'épisodes de sécheresse sur l'ensemble du territoire, des centaines de communes qui ont vu l'eau courante s'arrêter au robinet. Bref, une très forte interpellation des consciences sur le sujet de la transition écologique et là aussi sans doute des certitudes profondément ébranlées. Et donc face à ces 4 saisons d'incertitude, il y a 2 camps.
Il y a d'un côté le camp du repli, du renoncement, de l'aquabonisme, comme dirait François Bayrou, c'est-à-dire eh bien, que je vais me retourner sur mon jardin et me désintéresser de la marche du monde, puisqu'après tout, tout est perdu. Et puis il y a un autre camp, et je crois que c'est le nôtre, qui est celui de l'action, de l'ambition, de l'audace, et en particulier de l'innovation dans les domaines que Marina a évoqués, que ce soit la technologie, que ce soit le domaine social, que ce soit le domaine environnemental, pour surmonter ces incertitudes et construire un chemin pour l'avenir de notre pays et pour l'avenir de nos enfants. Et je suis donc très heureux que Maud Gattel et que l'équipe du MoDem ait retenu cette question pour ouvrir nos universités d'entrée. Merci, cher Jean-Noël. Je pense qu'on peut déjà l'applaudir. Alors, vous l'avez vu, vous avez la possibilité de nous poser des questions par SMS qu'on prendra en fin de séance. Alors, sans plus tarder, on va parler souveraineté, donc innovation et souveraineté. Alors, cher Asma, quand on a préparé cet échange, on a abordé ensemble la question de la souveraineté technologique au sens large. Et vous m'avez précisé que l'enjeu géopolitique était un enjeu fondamental. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, avant d'entrer pile poil dans le sujet, il faut déjà essayer de définir tous ensemble ce dont on parle. Donc, à quoi ce concept de souveraineté numérique, ou plus exactement technologique, renvoie ? Et c'est toujours un tout petit peu compliqué. En réalité, plutôt que de parler de souveraineté, parce que en termes de droit, la France est un pays souverain. Il y a des transferts de compétences vers l'Union européenne, mais factuellement, bon, je ne rentre pas dans les détails. Il serait peut-être plus juste de parler, à la suite du président de la République, d'autonomie stratégique. Et pourquoi ? Parce que l'enjeu sous-jacent de la question de la souveraineté technologique, c'est la question non pas d'un protectionnisme, non pas d'un repli sur soi, non pas donc d'un techno-souverainisme ou d'un techno-nationalisme, comme une partie aujourd'hui de l'échiquier, disons, des experts en France. Voilà, il y a une espèce de tentation sur ces sujets-là, mais qui en fait sont aveugles des enjeux géopolitiques et surtout sont aveugles de ce qu'est le cyberespace et ce qu'est Internet. J'y reviendrai peut-être. Du coup, la question, simplement, c'est plutôt la question du rapport de force, c'est-à-dire comment est-ce qu'on construit une vision politique, industrielle, stratégique, qui donne à la France les moyens de contrer les incertitudes dont on a longuement parlé en ouverture de l'université de rentrée, et qui donne donc les leviers d'un rapport de force, d'abord vis-à-vis de ses ennemis, mais surtout, en réalité, vis-à-vis de ses alliés, parce que souvent nos alliés ne sont pas nos ennemis. Et donc, dans ce nouveau échiquier géopolitique qui est en mouvement, qui est fragmenté, qui est compliqué, où les alliances sont en train de se redéfinir, de s'approfondir, où des distances sont en train d'être prises, cette question-là devient fondamentale. Alors tout à l'heure, je disais, ça pose un certain nombre de questions géopolitiques, industrielles, mais aussi philosophiques, c'est-à-dire, en fait, quelle est la place de la France dans un monde qui aujourd'hui est fondamentalement, malgré tout, interdépendant. Alors pourquoi interdépendant ? Parce que l'économie de la donnée, l'économie numérique, ce sont des flux permanents. Donc, qui dit flux, dit des mouvements, des allers-retours. Et ce qui crée aujourd'hui la valeur, c'est bien l'économie de la donnée. C'est bien ces données-là, ces informations-là qui sont transmises, produites. Une fois qu'on a dit ça, ça suppose donc de se dire quelle stratégie on construit dans ces interdépendances-là. Et là où il y a un sujet géopolitique majeur, c'est qu'on se rend compte que dans ce cyberespace, eh bien, il y a une fragmentation de cet espace au niveau mondial. C'est-à-dire que l'Internet mondial, l'utopie initiale qu'il a un peu construit, en réalité, est en train de se déconstruire. Par qui ? Par la Chine, la Russie, l'Iran aussi, d'une certaine manière. C'est ce qu'on appelle, si je devais jargonner, le splinternet, c'est-à-dire la balkanisation du cyberespace. Et donc, à partir de ce moment-là, se pose la question de quelle est notre position, notre stratégie dans le camp occidental. Et à partir de ce moment-là, on comprend la souveraineté, non pas comme étant simplement un concept national, mais un concept peut-être beaucoup plus élargi, beaucoup plus solidaire au niveau occidental. Se pose donc la question de notre rapport, de nos alliances avec les États-Unis. Et c'est un sujet qui n'est pas du tout anodin, parce qu'en France, on a beaucoup pris ce sujet-là par la question du cloud. Le quoi, pardon L'infonuagique, pardon. Merci. C'est vrai qu'on n'a plus le droit de dire cloud. C'est une joke entre nous. Ouais. Enfin, moi, je me suis fait taper sur les doigts récemment. Donc, dans l'infonuagique,
qui a beaucoup préempté le débat en France, à tort à mon avis, parce qu'en fait, on a fermé le sujet de notre souveraineté technologique autour de la question simplement du cloud, poussé d'ailleurs par les acteurs de l'écosystème pour des histoires aussi de business, et peut-être pas forcément à tort d'ailleurs. Mais ça a donc en fait occulté l'ensemble de la chaîne technologique. C'est-à-dire, en fait, les 3 couches du cyberespace. D'abord, les infras. Il y a aussi la question des câbles sous-marins, des satellites, de l'ensemble de l'infrastructure dure, parce que c'est aussi une économie qui est fondamentalement matérielle, dont le cloud fait partie, mais le cloud ne présente pas tout le sujet. Il y a la question logicielle, les softwares, et puis ensuite, il y a la question, et tout à l'heure, on l'a évoqué, l'incertitude démocratique. Qu'est-ce qui fait que demain, on va pouvoir continuer à faire société? Et là se pose donc le lien avec ma dernière couche du cyberespace, qui est la couche sémantique. Et là, qu'est-ce qu'on voit apparaître dans ce splinternet, dans cet Internet qui est balkanisé? Ce sont les guerres informationnelles. Ce que Poutine appelle d'ailleurs la souveraineté informationnelle. Et donc, en fait, ces 3 couches-là sont parfaitement interdépendantes. Et pour comprendre la question de la souveraineté technologique, il faut absolument avoir cette vision systémique. D'un point de vue plus technique, Asma, quand on a échangé, vous m'aviez dit... il faut aussi qu'on fasse des choix et qu'on sache faire des choix. Oui. Ce qui peut comporter une part de renoncement parfois. Absolument. Chaque choix est un renoncement et donc, de façon très concrète, il s'agit de se dire quelle est la politique industrielle technologique qu'on construit. Et il ne suffit pas de dire on va mettre 1 milliard sur l'IA, 1 milliard sur quelques centaines de millions sur l'homomorphe, les nouvelles générations de chiffrement, un peu de cloud et des drones. Et il va falloir être beaucoup plus précis que ça. Et pour ça, il faut qu'on ait une vision très claire sur nos filières et surtout les filières qui réussissent et celles qui sont beaucoup plus en difficulté. Tout à l'heure, je disais, c'est la question du rapport de force. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il nous faut, collectivement, ceux qui sont en responsabilité aussi, définir en fait où sont nos forces, nos assets, nos actifs dans la chaîne de valeur technologique mondiale. Donc, où est-ce qu'on, de façon très précise, très chirurgicale, on investit, et donc ce à quoi on renonce aussi, mais de façon à pouvoir être, si vous voulez, indispensable, et que qu'on ne soit en fait tout simplement pas ridicule dans le rapport de force. Qu'on arrive à maintenir les équilibres. Une puissance d'équilibre. D'ailleurs, c'est la terminologie d'Emmanuel Macron, je crois. Absolument. Alors, on parle beaucoup de sobriété, notamment dans le numérique, puisqu'on sait que le numérique est un consommateur important. Selon vous, est-ce que donc, la sobriété numérique, telle qu'on commence à l'envisager, et on y reviendra ensuite derrière, notamment avec Laetitia, est plutôt un pilier ou un frein pour notre souveraineté? Comment vous voyez les choses? C'est ni un pilier ni un frein, c'est un prérequis. C'est-à-dire qu'en réalité, il va falloir très vite, et plus qu'il va falloir, on le fait déjà en réalité, concilier à la fois sobriété et souveraineté. Alors, encore une fois, dans le débat public, ce qui peut revenir à vos oreilles quand on lit un peu les médias mainstream, on a l'impression que ça serait antinomique. Or, pas du tout. Ce qui se passe aujourd'hui dans les territoires est hyper intéressant. Je prends l'exemple de l'agglomération de La Rochelle, par exemple. Pardon, je n'ai pas d'exemple breton, mais ça ne saurait tarder, j'espère. Ou alors, il y a peut-être quelqu'un dans la salle qui me donnera le contre-exemple. Mais typiquement, l'agglomération de La Rochelle est en train de construire sa feuille de route territoire intelligent, donc Smart City, exactement sur ça, sur une espèce de triptyque. 0 GAFAM, on ne veut pas d'acteurs américains, donc on est appuyé sur l'écosystème d'innovation locale, avec des startups locales, avec des datas qui sont aujourd'hui hébergées à la fac, dans l'université de La Rochelle. Et puis, l'objectif derrière, c'est d'avoir un territoire 0 carbone. Donc, c'est bien une stratégie de décarbonation du territoire. Et en ce sens, la technologie peut être un outil formidable de mapping, de compréhension des usages, des consommations, et donc pour jauger là où il faut en mettre plus, là où il faut en mettre moins, auprès de qui, sur quelle saison, etc. Donc, la data, c'est aussi ça. D'accord. Merci Asma. Alors Laetitia, HOP, Kesako, expliquez-nous, parce qu'on est en plein dans la thématique forcément de l'évolution du numérique aujourd'hui et des usages. Oui, bonjour. Donc HOP, c'est plutôt HOP qu'on dit en général, mais ça s'appelle Halte à l'obsolescence programmée. C'est une association que j'ai créée en 2015 et qui vise à allonger la durée de vie des produits, à s'attaquer à ce phénomène d'obsolescence programmée ou prématurée.
c'est-à-dire le fait que les produits tout simplement ne durent pas assez, ne sont pas prévus, conçus pour durer de manière assez durable et réparable. Et derrière, il y a énormément de conséquences. On est vraiment à la jonction d'une thématique à la fois très environnementale, mais aussi très consommateur. On parlait tout à l'heure d'inflation, de pouvoir d'achat. Clairement, le fait de pouvoir garder ces produits plus longtemps, de ne pas être contraint de les renouveler trop souvent, c'est un sujet purement consommation également. Et cette obsolescence, elle se décline de plusieurs manières, donc, ce qui nous fait toucher un large spectre de sujets. Tout d'abord, l'obsolescence matérielle. Donc là, on parle vraiment des objets, de leur conception, de leur design, mais de tous les objets, de tous les secteurs, mais surtout électrique, électronique, je dirais. Mais également cette obsolescence de plus en plus importante dans notre vie, dans nos vies quotidiennes et industrielles, qui est l'obsolescence logicielle, parce que de plus en plus de produits sont dotés de numérique, de digital, et cette obsolescence qui parfois est programmée ou prématurée pose d'énormes questions sur la durée de vie de ces équipements. Et puis le dernier aspect, c'est l'obsolescence esthétique ou culturelle qui interroge nos modes de pensée, nos modes de consommation sur la désirabilité du renouvellement aussi. Parfois les appareils durent encore ou pourraient durer, pourraient être réparés et pour autant on n'a pas forcément le réflexe de le faire. Alors vous conduisez plusieurs actions, vous avez des publications. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, par exemple, sur le club de la durabilité? Parce que ce qui est très intéressant, puisqu'on parle aujourd'hui de souveraineté et de croissance, finalement, quelque part, c'est que vous arrivez à lier ce que vous faites sur l'obsolescence programmée, la lutte contre l'obsolescence programmée, et vous êtes en train de créer un nouvel écosystème autour, justement, de ce sujet. Oui, j'aime bien avoir une approche systémique par rapport à ces sujets. En fait, on a plusieurs modes d'action. Un gros pilier pour nous, c'est le plaidoyer, parce qu'on pense que c'est important que justement les décideurs publics et privés prennent des engagements, mais des engagements qui s'imposent à tous, parce qu'on a besoin de ça aujourd'hui pour aller plus vite dans la transition écologique. Et en même temps, on a besoin de répondre à des questions qui sont fondamentalement économiques. L'obsolescence programmée ou prématurée, c'est un enjeu tout simplement pour renouveler les produits, mais du coup pour renouveler les ventes, et donc la croissance, les emplois. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait une une économie sans obsolescence. Et donc, évidemment, cet enjeu, c'est l'économie circulaire, mais c'est beaucoup plus que ça. Et donc, on a créé un club de la durabilité. Aujourd'hui, on a 35 entreprises de toute taille. Donc, on a des grands groupes que vous connaissez tous, comme Fnac Darty, ADO, Michelin et d'autres. Des licornes françaises aussi, comme Back Market et bientôt Murphy, je pense. Et, voilà, et des petits acteurs qui aussi ont moins d'inertie et plus de volonté, parfois moins d'impact encore. Mais voilà, toutes ces entreprises innovent justement sur le terrain de la transition écologique, sur l'économie circulaire et se posent les questions de leur impact au regard de cette durabilité et réparabilité des objets. Donc là, on est vraiment sur un exemple de l'innovation au service de la transition et de l'accompagnement d'une nouvelle économie demain autour de ces thématiques. Oui, et je pense que c'est très important toujours de se poser la question de l'innovation au regard du changement climatique, ces rapports du GIEC, de toutes ces informations sur l'économie circulaire, parce qu'une innovation qui ne prendrait pas en compte les enjeux écologiques serait déjà obsolète, tout simplement. Parce qu'on peut il faut vraiment, je pense, penser l'innovation au regard de son impact. Bien sûr, parfois, il y a un impact qui est recherché de performance géopolitique, etc. Mais finalement, si elle va contre un impact écologique positif ou un impact social, elle se retourne contre nous. Et l'innovation, c'est se projeter dans l'avenir. L'innovation, du coup, c'est de savoir comment on va vivre dans 10 ans, 15 ans, quelles seront les répercussions sur le long terme de nos investissements d'aujourd'hui. Et évidemment, il faut s'adapter à cette résilience nécessaire, s'adapter au changement climatique. Et quand j'entends ces innovations sur le numérique, je pense que c'est passionnant. Il faut bien avoir aussi en tête, comme vous le disiez très bien, toute l'infrastructure qui va avec. Tout ce qui est Smart City, il faut que ça soit pesé au regard de l'investissement que ça va prendre en termes écologiques sur les devices, sur les... je ne dis pas ce mot anglais, sur les terminaux, qui, eux, représentent 80% de l'empreinte environnementale. Donc il ne faut pas non plus se tromper de combat et avoir la vision holistique pour pouvoir faire les bons investissements, justement, je pense, sur l'avenir. D'accord, merci beaucoup Laetitia. Alors quand on parle de résilience, il y a des secteurs qui ont
plus souffert que d'autres ces derniers temps, cher Jean-Luc. Toi, tu as beaucoup travaillé à l'Assemblée nationale, notamment sur la question de l'aéronautique, puisque tu es un élu un peu territorialement concerné par ces problématiques. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, le secteur aéronautique est décrié, montré du doigt par certains, et pour autant, c'est un enjeu qui est stratégique pour notre pays. Alors, comment aujourd'hui ce secteur opère sa mue? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le sujet? D'abord que je viens de Toulouse, et donc effectivement, je me sens assez concerné par l'aéronautique. Et donc, je voudrais juste vous ramener, il y a 2 ans, c'est pas il y a un siècle, c'était pile il y a 2 ans, nous étions en train, il n'y avait pas l'inflation, il n'y avait pas l'Ukraine, mais il y avait la Covid. Et au moment où la crise de la Covid a éclaté, le transport aérien s'est arrêté. 90% des avions étaient cloués au sol, et en un an, 1/3 des compagnies aériennes mondiales a déposé le bilan. Pendant ce temps-là, on était, nous, en confinement. J'avais mes voisins autour de Toulouse qui travaillent tous dans l'aéronautique, qui passaient le tondeuse à gazon 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine. Donc des ingénieurs, des gens qui, en fait, ne produisaient plus pour la France. Et j'ai eu peur, à la fois peur que ça ait un impact très, 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 très fort sur notre pays, cette crise du Covid, et qui se combinait avec la honte de prendre l'avion, le Flixam, qui a été inventé par une jeune Suédoise. Et donc, j'ai demandé en fait, à l'Assemblée nationale de lancer une mission qu'elle m'a confiée sur l'avenir de l'aéronautique et sa décarbonation. Pourquoi? Déjà parce que l'aéronautique, aujourd'hui en France, ce sont presque 300 000 emplois industriels de pointe. Sur ces 300 000 emplois industriels de pointe, il y en a un peu plus de 100 000 dans la région toulousaine. Et si on rajoute la région paloise et bordelaise, ça nous fait 170 000 personnes. Sur le sud-ouest, c'est 40% des emplois industriels. Donc c'est quand même pas rien. Et c'est aussi le premier secteur qui contribue à la balance économique extérieure française. Si on n'a pas l'industrie aéronautique, on ne vend quasiment rien à l'extérieur. La France est l'un des rares pays du monde à savoir faire un avion de A à Z. On a également les États-Unis qui savent le faire. On pense que les Chinois savent le faire, mais pour l'instant, ils n'ont certifié aucun avion à l'international. Donc, on a vraiment un savoir-faire extraordinaire. Et c'est un secteur qui est quand même beaucoup attaqué sur un plan émissions de gaz à effet de serre. Et donc j'ai voulu en avoir le cœur net. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est exagéré? Est-ce que c'est pas exagéré? Parce qu'on a quand même pas mal l'habitude d'avoir des écologistes qui prennent de plus en plus de place, mais dont le seul et unique objectif est la décroissance. Voilà. Et donc est-ce que c'était pas effectivement un discours de ce genre-là? Donc c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans. Voilà. D'accord. La situation française et européenne, est-ce qu'elle est très différente aujourd'hui? Tu as parlé des États-Unis notamment. Est-ce qu'on a des points de vigilance particuliers à maintenir en termes d'innovation sur ce secteur? C'est un secteur qui innove déjà depuis longtemps. Il faut savoir qu'au moins chez Airbus, chaque nouvelle génération d'avions consomme entre 20 et 25% de carburant de moins que la génération précédente. Donc ça veut dire qu'elle émet aussi 20 à 25% de moins de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est dû à l'amélioration du poids, c'est dû à l'amélioration des peintures, c'est dû à des turbines qui sont beaucoup plus efficientes. Et donc ça fait déjà une vingtaine d'années que ceci est en route. Mais il y a également d'autres recherches qui sont mises en place, des recherches plus dans l'équipement de l'aéroport. Tout simplement, un avion qui est sur l'aéroport, en général, utilise ses moteurs pour produire sa propre électricité à l'intérieur. Donc ça, il y a des choses qui sont à faire. La plupart des opérations des aéroports modernes, et Toulouse est un aéroport moderne, ont des prises pour plugger, non brancher, pour brancher l'avion directement sur le... C'est des avions circulaires. Directement pour brancher l'avion sur l'électricité de l'aéroport et pour ne pas faire tourner les moteurs. Il y a également on peut apprendre des techniques de pilotage différentes. Aujourd'hui, les pilotes sont obligés de suivre un certain nombre de routes qui sont préprogrammées. Et donc, ils n'utilisent pas
la 4D, au sens où la quatrième dimension, c'est le temps. Et aujourd'hui, à l'instant précis, avec les vents, avec la météo et autres, du vol, on devrait pouvoir calculer, et on a des outils numériques qui permettent de le faire, calculer quelle serait la trajectoire idéale pour cet avion-là. Voilà. Il y a beaucoup d'innovations numériques à mettre en place autour des avions. Sur les carburants aujourd'hui. Ouais. Et sur les carburants, il y a des choses qui existent aujourd'hui. On peut avoir du carburant durable à partir de copeaux de bois, à partir de graisses animales, à partir de résidus d'huile. On peut déjà faire donc à partir d'une certaine biomasse, on peut faire du carburant durable, ça existe. Airbus a fait un vol entre Toulouse et Montréal avec un avion en A320 qui était 100% avec ce type de carburant à base d'huile. Voilà. Donc c'est possible, sauf que ce carburant-là, il est à base de biomasse. La biomasse n'est pas infinie. Et donc il y a des recherches qui sont actuellement en cours qui montrent que l'on peut également produire du carburant durable à partir d'hydrogène et de CO2 captés dans l'atmosphère. Donc vous avez de l'hydrogène sous réserve qu'il soit vert et vous captez du CO2 dans l'atmosphère, vous créez un carburant qui est utilisable dans l'aviation. Tous les moteurs d'avion aujourd'hui disponibles en France, en tout cas chez Airbus, sont certifiés pour pouvoir utiliser 50% de carburant durable. Mais en fait, dans les faits, ils peuvent utiliser 100% de carburant durable. C'est notamment le vol entre Toulouse et Montréal qui l'a montré. Voilà. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Il y a également des recherches sur l'électrique, l'hydrogène et les carburants durables. Tout simplement parce que si on vole très court courrier, par exemple entre deux régions françaises ou deux régions européennes, on estime qu'à horizon 10 ans, on pourra avoir des avions électriques avec des batteries. Ça, c'est tout à fait possible. Sur un vol moyen terme, on pourra éventuellement avoir des avions à hydrogène. Donc l'hydrogène pouvant à la fois générer soit de l'électricité pour un moteur électrique, soit être directement brûlé dans les réacteurs. Par contre, pour les vols très longs courriers, les batteries sont trop lourdes, le volume de l'hydrogène est trop important, donc on ne pourra pas y arriver. Donc il faudra obligatoirement qu'il y ait au moins en vol une possibilité d'avoir du carburant durable. C'est-à-dire que l'avion décollera en mode électrique, arrivera jusqu'à son altitude de vol, puis basculera en mode carburant durable, puis arrivé à proximité de son aéroport d'arrivée, il rebasculera en mode électrique. Donc, voilà les recherches aujourd'hui que la France est en train de faire, que Airbus est en train de faire et que l'Europe est en train de faire. Les Américains ne sont pas loin derrière et notamment sont bien aidés par Joe Biden qui a lancé beaucoup d'argent, notamment dans le carburant durable. Avec justement l'aéronautique pour faire un Paris-New York en 30 minutes. Et donc je me demande si la variable du temps ne compte pas aussi. C'est-à-dire en compressant le temps, on pollue peut-être un peu moins. Et donc il y a peut-être Ouais. Non mais c'est en tout cas l'argumentaire. Ça reste à démontrer. C'est l'argumentaire qui est en tout cas poussé comme d'habitude à la Silicon Valley. En tout cas, on voit bien que cette industrie qui opère sa mue, finalement, elle va être de plus en plus acceptable au regard du coût écologique qu'elle pouvait représenter, et qu'il y a vraiment une révolution industrielle autour de la transition énergétique qui est en train de s'opérer, y compris, je regarde Jimmy, sur le transport maritime aujourd'hui, où il y a vraiment des technologies qui se mettent en place. Alors il faut quand même avoir des chiffres qui sont parlants. Aujourd'hui, le transport aérien, enfin, c'est pas aujourd'hui, en 2019, c'était au moment où il y avait une pointe très forte. La plus grosse pointe du trafic aérien, c'était en 2019, parce qu'en 2020, il y a eu la Covid, donc maintenant ça remonte, sauf pour les vols internationaux transcontinentaux. Vers l'Asie. L'Asie, par exemple, est totalement fermée. La production de gaz à effet de serre générée par l'aviation en France représente 3% des gaz à effet de serre émis par la France. Donc remettons les choses à leur juste valeur. Qu'est-ce qui coûte le plus cher en termes d'émissions
de gaz à effet de serre en termes de transport en France, c'est la route. Voilà, la route fait jusqu'à 90% des gaz à effet de serre. Le train en fait très très peu, voilà. Sous réserve qu'ils soient électriques et que l'électricité soit verte. Parce qu'on a encore des machines diesel. Merci Jean-Luc. Donc un territoire très imprégné de l'aéronautique et nous espérons que nous arriverons grâce à l'innovation à préserver ces emplois. Et donc ça me permet de faire le lien avec les territoires et l'innovation sociale sur les territoires. Donc je me retourne vers vous, Fabienne Collat. Merci d'être là. Donc, vous êtes présidente de la Mutualité française de Bretagne, qui est un mouvement affilié à la Fédération nationale de la mutualité et qui regroupe aujourd'hui 164 mutuelles adhérentes, plus de 4700 collaborateurs et c'est plus d'1 650 000 personnes qui sont protégées, si mes chiffres sont bons. Voilà. Alors, vous avez tenu votre congrès en septembre, tout début septembre à Marseille, et vous avez dévoilé votre raison d'être. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Merci. Avant tout, j'excuse Éric Chenu, qui est le président de la Mutualité française. Il ne pouvait pas être parmi vous ce soir. Et c'est la première fois que je le représente publiquement. J'ai intégré le CA de la Mutualité française il y a peu de temps, donc je pense que c'est une forme de bizutage. Donc, vous m'excuserez si je... ouais, c'est le côté solidaire de la mutualité. Alors, effectivement, on sort de notre 43e congrès. J'en dis juste un petit mot parce qu'il éclaire aussi notre raison d'être. Le titre, c'était « Mutualité, territoire d'engagement pour l'entraide et les solidarités ». Et en fait, au sein de ce congrès, on a mis l'accent sur l'innovation, l'action, les initiatives mutualistes. L'objectif, c'était que les militants repèrent les initiatives intéressantes pour qu'ensuite ils puissent les essaimer sur l'ensemble des territoires et tout ça en résonance avec les aspirations de la société. On a donc dévoilé notre raison d'être. Alors, je ne sais pas s'il y a des mutualistes dans la salle, mais en tout cas, je vais la partager avec vous. Elle est assez courte, parce que c'est vrai qu'il y a des raisons d'être qui sont parfois un petit peu quand même plus complexes à mémoriser. Se protéger mutuellement aujourd'hui pour ensemble construire les solidarités de demain. Voilà, donc chaque mot, bien sûr, a son importance. L'enjeu de notre raison d'être, en fait, c'était d'expliciter la manière dont le mouvement mutualiste entend être utile à la société. Voilà, c'est en quoi les mutuelles, elles participent elles apportent des solutions aux conflictualités et aux transitions qui sont en cours et qui affectent et qui vont affecter malheureusement le système de santé, de protection sociale et la société dans son ensemble. Voilà. Ce que je peux dire dans la formulation de notre raison d'être, c'est qu'on est un petit peu revenu au fondement de la mutualité. Donc ça, je pense que vous connaissez, c'est-à-dire c'est des hommes, des femmes qui se rassemblent pour être plus forts et pour se protéger des aléas. Voilà, et donc nous, on est persuadés que la solidarité, c'est la meilleure façon de surmonter les obstacles. Donc finalement, on peut dire que votre mouvement s'ancre dans ce qu'on appelle les sociétés à mission, même si c'est un mouvement mutualiste. Et d'ailleurs, même en matière de recherche et d'innovation, vous êtes très engagé, puisque vous avez, j'ai envie de dire, avec un petit jeu de mots, réussi votre pari, donc, puisque vous avez été lauréat du prix Avenir Recherche Innovation, notamment sur 2 projets. Alors un projet Ronron Thérapie, qui parlera à certains pour ceux qui aiment les chats, voilà. Oui. Mais le second projet, dont peut-être vous pouvez nous dire un mot, Life Companion, voilà. Si vous pouvez nous expliquer ces prix que vous avez reçus. Ouais. Déjà, ce qu'on peut dire, que la mutualité fait mouvement depuis 120 ans, donc c'est plutôt une vieille dame, et en même temps, elle a toujours eu l'avenir en ligne de mire, et elle a toujours su s'adapter et innover, et donc on aime bien également mettre en avant les territoires qui expérimentent, et donc on a créé un prix avec la Fondation de l'Avenir, qui s'appelle donc le Pari. Et au travers de ce prix, en fait, on fait le pari qu'on peut inventer de nouvelles pratiques de soins et d'accompagnement. Et on fait le pari qu'on va pouvoir favoriser, sinon le bien-être, en tout cas le mieux-être des publics vulnérables. Voilà. Donc, en fait, on met en avant des approches parfois non médicamenteuses. C'est l'exemple du prix qui a été remis ici, là, dans la ville de Guidel.
Donc oui, ça s'appelle la ronron-thérapie. En fait, on utilise le chat comme outil de soins auprès de femmes dépendantes, puisque c'est dans un centre de services de soins, de suite et de réadaptation en addictologie. Kerludo, pour ceux qui connaissent le centre à Guidel. Voilà, donc on fait le pari que le chat va permettre aux patientes de se détendre, d'exprimer leurs émotions, mais aussi de se responsabiliser, de prendre soin d'elles, mais aussi de prendre soin de l'animal. Voilà pour ce premier exemple plutôt d'approche non médicamenteuse sur lequel on mise beaucoup. Et le deuxième exemple que je voulais partager avec vous, donc là ça s'appelle l'outil Life Companion. Et c'est un outil qui a été qui a été créé au centre de Carpap, le centre mutualiste de rééducation fonctionnelle de Carpap. Et en fait, ça consiste en un assistant numérique, un logiciel qui permet aux personnes en situation de handicap de communiquer et donc de trouver toute sa place dans la société. Alors, toujours en matière d'innovation et d'une manière aussi très locale, et c'est un sujet qui va intéresser Geneviève Darrieussecq, notre ministre, vous avez également un projet innovant, un Coworkit. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot, puisque là, on est vraiment à la croisée de cette innovation sociale qui a aussi derrière un impact économique. Je tourne les pages. J'en viens donc au projet HIT. Alors, on mise beaucoup, nous, sur les territoires. On pense que qu'il faut faire confiance aux acteurs de terrain. Et dans notre raison d'être, quand on dit ensemble, c'est certes ensemble entre entités mutualistes qu'on essaye de construire les solidarités de demain, mais on souhaite aussi le faire en partenariat avec les élus locaux, avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire. En fait, aujourd'hui, si on veut innover, il faut le faire à plusieurs. Et le projet HIT, c'est vraiment une belle illustration de ce qu'on peut faire ensemble sur un territoire. Donc le projet, il est porté par Lorient Agglomération. Et il est en lien étroit avec deux cofondateurs qui sont le Centre mutualiste de Carpap et puis le Centre d'innovation Biotech Santé Bretagne. Pardon. Voilà. Et ce que je trouve chouette dans ce projet-là, c'est qu'en fait, on fait du handicap un atout. Donc on positive en fait à partir d'un sujet compliqué. Et donc, le projet, il a pour ambition de faire du handicap un levier d'innovation sociale et technologique au service des citoyens, c'est très important, tout en favorisant l'attractivité économique du territoire. Donc, en fait, on mise à la fois sur un mieux-être des personnes, mais aussi sur l'économie du territoire. Très bien, je vous remercie. Et Geneviève, ça fera l'objet peut-être d'un futur déplacement, je sais pas. Tu vas... En tout cas, merci beaucoup. Vous avez rappelé au travers de votre propos le lien aussi que vous faites avec le territoire et les élus locaux. Et on va voyager un petit moment du côté de Mayotte. Alors, Hélène est dans la salle, nous la saluons. Hélène qui a été élue notre plus jeune conseillère départementale, bravo à elle. Et elle nous a préparé une petite vidéo et on va voir qu'il y a des territoires ultramarins où parfois on peut voir penser qu'il y a des difficultés, mais qu'on innove partout sur le territoire national, surtout dans nos territoires ultramarins. Et elle nous a donc mis en avant l'innovation à Mayotte. Mayotte est un territoire riche et sa position stratégique fait d'elle le point central du développement économique, industriel et culturel du XXIe siècle pour le rayonnement de la France et de l'Europe dans l'océan Indien et en Afrique. Les projets pour Mayotte sont nombreux. Être la base arrière du projet gazier au Mozambique, devenir un grand hub aérien et maritime, sans oublier les perspectives touristiques avec un des plus grands et plus beaux lagons fermés du monde. Mayotte aime la France et Mayotte a tant à apporter à la France. C'est pourquoi notre territoire a besoin de politiques ambitieuses. Alors, chers amis démocrates, la prochaine fois qu'on vous demandera pourquoi Mayotte est française, souvenez-vous de notre devise. Nous voulons rester français pour être libres. Nous nous en souviendrons. Merci à toi. Alors, cher président, on a entendu beaucoup de choses. Et en tant que président de notre groupe et parlementaire, on a beaucoup de travail. Et quand on parle innovation, je crois que tu as beaucoup de choses à nous dire. Quand on a abordé le sujet tous les deux, tu m'as dit j'ai plein de choses à dire, parce que tu es, avant d'être parlementaire, aussi un homme d'entreprise et un élu de terrain. Donc, comment tu abordes les choses ? Alors, merci Marina. Bonsoir à tout le monde. Quand je vous entends, je me dis, est-ce que je suis bien à ma place sur cette tribune, innovation et autres, mais
je voudrais vous parler, on parle beaucoup de contenu, de fond, d'innovation, vous nous faites rêver avec plein, mais moi j'aimerais évoquer ce qu'on appelle le contenant, les structures autour et tout le phénomène des start-up et toutes les structures juridiques que l'on peut avoir pour accompagner l'innovation, financer l'innovation. Le législateur est souvent intervenu dans ce domaine et une des premières fois où, paradoxalement, une loi sur la recherche est venue modifier le statut juridique de certaines sociétés. C'était M. Allègre à l'époque, qui était ministre de la Recherche. Bon, après, il a eu des positions qui sont ce qu'elles sont, mais je ne reviendrai pas, notamment sur le climat. Mais il avait compris que recherche fondamentale et entreprise pouvaient rimer, et notamment les passerelles qu'on pouvait faire avec l'université et la recherche fondamentale. Et moi, je pense que c'est très important. Et il a donc permis, c'est lui qui a inventé la SAS, la Société par action simplifiée, nouvelle formule, puisque c'était une structure juridique qui avait été créée en 1994 pour faire des joint ventures. Un des plus bels exemples, c'était Eurotunnel, mais bon, ça, au début, ça patinait un peu, ensuite, ça a été mieux. Et donc, permettre à des sociétés de capitaux, avec des chercheurs à la tête, avec un statut particulier, on essaie de faire évoluer petit à petit. Et dans les lois sur la recherche et la loi Pacte, on a essayé d'avancer. Mais ce n'est pas encore parfait. Par rapport à ça, à mon avis, il faut améliorer. Donc, juridiquement, on a essayé de répondre par un cadre juridique à l'innovation et à la recherche. Ensuite, moi, j'ai eu d'ailleurs une expérience de création à l'époque, c'était dans les années 2000, une forme de start-up qui était dans le milieu juridique, le conseil en ligne. J'ai porté pendant 2 ans ce projet avec un de mes étudiants à l'époque et des amis entrepreneurs. Et à l'époque, c'était l'université d'Ourtin, c'était l'université de la technologie haute qui développait. Et j'assiste à plusieurs conférences. Et puis je regardais, moi qui suis un homme quand même d'entreprise, je regardais les bilans des startups, je voyais le capital, pas mal d'immobilisation, de recherche et autres, des capitaux importants, on avait été chercher des capitaux dans tous les sens, on va dire, et puis un compte de résultat zéro, zéro chiffre d'affaires. Donc j'ai vite pris peur, je me suis dit, le modèle économique, où il est, puisque à l'époque c'était une démarche sur Internet et encore aujourd'hui, payer sur Internet, et la publicité n'existait pas comme ça existe maintenant, était un modèle économique compliqué. Donc c'est des structures qui nécessitent de beaucoup de fonds propres et sur lesquelles il y a un pari sur l'avenir par rapport à ce que l'on peut rencontrer. Donc je crois qu'il faut qu'on les accompagne d'un point de vue juridique, c'est vrai, mais il faut quand même qu'on soit vigilant. C'est-à-dire qu'on ne tombe pas dans une espèce de cycle infernal de rachat de valeurs pseudo-incorporelles qui, en fait, font tourner de la finance et qui peuvent nous envoyer dans le mur. Donc, on a quelques exemples qui peuvent faire peur au niveau de la finance mondiale. Donc, je crois qu'il faut être très, très vigilant sur ce système. Ça n'empêche que nous, législateurs, et on est là pour écouter aussi toutes les demandes, effectivement, ce matin, on parlait du crédit impôt recherche. Bien évidemment, c'est une structure. La possibilité d'investir dans les entreprises, c'est une façon de favoriser l'épargne dans le haut de bilan des entreprises. C'est certaines exonérations fiscales sur les jeunes entreprises, etc., etc. Tout un tas d'outils favorisant, je dirais, l'innovation. Donc, start-up, oui, mais modèle économique, chiffre d'affaires, marché, ça me semble aussi vertueux dans le temps pour consolider des très belles idées. Il faut qu'elles aient un marché, qu'elles rencontrent un marché et qu'elles aient une raison économique, me semble-t-il, pour que ça puisse durer dans le temps. Ensuite, moi qui suis les entreprises depuis les années 80, j'ai vu vraiment évoluer le monde de l'entreprise. Et avec la loi Pacte, vous l'évoquiez, on évoquait les entreprises de mission et autres, on a modifié la notion d'objet social d'une entreprise avec une notion environnementale, une notion sociétale excessivement importante. Et je crois que l'entreprise d'aujourd'hui, l'entreprise de demain, ne sera plus la même. Il y aura le partage de la richesse. Nous tenons beaucoup au partage de la richesse. Quelle sera à la fois au niveau de la gouvernance, au niveau de la répartition des richesses. Donc il va falloir être excessivement innovant sur le contenant pour pouvoir accompagner un contenu
fondamentale. Il faut que la recherche fondamentale, les expériences qui sont faites sont nécessaires, mais il faut qu'on puisse trouver un cadre juridique pour les accompagner. Mais je dis attention, ne tombons pas dans la folie de la finance avec, je dirais, des sociétés ou des gens qui se mentent sur la pertinence, je dirais, de leur modèle. Voilà. Donc je trouve que l'innovation nécessite beaucoup de responsabilité. Puis pour terminer, il faudrait aussi qu'on s'intéresse aux entreprises qui existent, qui peuvent elles aussi être des start-up dans l'innovation et dans la diversification. On a beaucoup réfléchi au moment où tu évoquais tout à l'heure, Jean-Luc, la crise sanitaire qui a fait que certaines entreprises n'avaient plus de marché, se retrouvaient et nécessitaient de se reconvertir. Et donc là aussi, on aurait pu inventer, non seulement il y a un crédit impôt recherche, mais il aurait pu y avoir aussi un crédit impôt reconversion de certaines entreprises. Voilà, je dirais le champ est immense. Le champ est immense, il faut qu'on l'encadre, il faut qu'on le surveille, et pour que ça puisse durer dans le temps. C'est de très belles expériences, de très belles aventures humaines, mais pour qu'elles soient efficaces pour notre société, il faut qu'elles s'inscrivent dans la durée, donc elles retrouvent d'une part un marché, et ensuite qu'elles aient un cadre juridique sécurisant pour l'avenir. Avec peut-être, avant que Asma, qui voulait réagir, puisse réagir, un nouveau paradigme pour les parlementaires nationaux que nous sommes, c'est qu'aujourd'hui, on est sur des enjeux qui sont internationaux, notamment quand on parle de numérique aujourd'hui, et donc un cadre législatif qui s'impose à nous et qui peut être hors de nos propres frontières. Voilà, donc peut-être une échelle qui parfois peut un peu nous échapper en termes de dispositions que nous devons prendre dans notre droit national pour accompagner ces entreprises. Voilà, donc on en parlait tout à l'heure avec nos collègues, notamment députés européens, sur toutes ces thématiques aujourd'hui liées à l'innovation, où parfois on peut avoir cette difficulté. Si je peux rebondir sur cette notion, il y a eu une époque, ce qu'on appelle la société européenne. Bon, on ne va pas se mentir. Pour qu'on ait, et on reviendra sur les questions fiscales, pour qu'on ait un cadre, le cadre juridique, c'est peut-être une chose. La société européenne existe. Le problème, c'est son statut fiscal et social. Et donc, notre statut fiscal, il est national. Il y a la notion d'établissement stable qui font quand une entreprise exerce dans un pays, elle a la fiscalité, le social de ce pays-là. Donc, on n'a pas encore dépassé, on n'a pas réussi, à mon sens, à créer une espèce de structure internationale, juridique et fiscale. Ce serait peut-être une bonne piste pour pouvoir loger ces grands projets qui ont des vocations à être à l'international. Juste un dernier point, j'évoquais la loi Pacte. L'amélioration, Jean-Noël avait été très actif sur ce texte. Là aussi, tout ce qui est propriété intellectuelle, brevets et autres, ça c'est également fondamental dans notre réflexion. Nous sommes un peu moins mauvais qu'avant, on s'améliore et je crois que ça va dans le bon sens. Merci, Président. Asma ? Vraiment une réaction rapide parce que le point qui vient d'être soulevé est absolument fondamental quand on parle innovation. Alors, simplement, deux réactions très rapides. La première, qui n'a rien à voir avec votre intervention, c'est l'innovation pour quoi faire, hein. L'innovation pour l'innovation, une espèce de course sans fin à l'infini, derrière on ne sait pas trop quoi, est un énorme problème civilisationnel. L'innovation, a priori, elle est là pour servir l'intérêt général, un bien commun, un projet collectif, une justice, ou je ne sais quoi. Donc il va falloir aussi remettre l'innovation dans un cadre de discussion politique et anthropologique, d'ailleurs, beaucoup plus large que simplement innover pour être un énième follower derrière les leaders qui sont immanquablement américains ou chinois, en tout cas dans la sphère technologique. Donc ça, c'est parenthèse fermée, mais fondamentale. Et simplement pour réagir à ce que vous disiez, qui est crucial, c'est la question en fait de la recherche et du développement, et surtout, et pour vous déculpabiliser, vous autres législateurs, c'est pas simplement une question juridique. Je pense que de ce point de vue-là, le travail est fait et vous le faites très bien. La question, elle est d'abord culturelle. C'est la question des silos, c'est la façon de travailler, c'est les allers-retours entre le privé et le public, entre le monde de la recherche et celui de l'entreprise. Et là, on n'y est absolument pas du tout en France, je crois. Il y a des frémissements, des débuts de balbutiements, mais quand on parle typiquement de la DARPA européenne, alors la DARPA, c'est la grande agence d'innovation et de recherche affiliée donc à l'armée américaine, qui en fait, son socle, son ADN, est bien les allers-retours entre chercheurs, recherche fondamentale et secteur privé. Eh bien, il va falloir se poser la question de se dire comment est-ce qu'on fait cet aggiornamento culturel en France sur l'état d'esprit, sur en tout cas, comment désamorcer la méfiance que les deux mondes ont l'un envers l'autre. Et moi qui navigue entre ces deux mondes-là, c'est fondamental d'une part. Ça commence à s'hybérider. On n'y est pas tout à fait.
Merci Asma. Alors Jean-Noël, on s'est dit beaucoup de choses. Toi, tu es, j'ai envie de dire, concerné au premier chef par toutes ces questions, parce que quand on a le portefeuille du numérique, forcément, on a une vision très transversale, puisque le numérique aujourd'hui est partout, hein, que ce soit en innovation sociale, etc. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les débats qu'on a eus aujourd'hui et quelle est ta feuille de route? Comment tu vois les choses? D'abord, vous signalez que pour la première fois en 10 ans, on a un question. écran avec des questions. C'est dire à quel point le modem est à l'avant-garde de ce qui se fait en matière de numérique. Et je propose qu'on applaudisse très fort les organisateurs. Non, je souscris évidemment à beaucoup de choses qui ont été dites et si je tentais un peu de les synthétiser ou de les résumer, je reviendrai un peu à l'idée première qui fait que nous autres, nous nous retrouvons un beau week-end de septembre à Guidel, loin de tout. C'est parce qu'au fond, on se dit que cet engagement qui est le nôtre doit nous permettre de changer le monde et de laisser à nos enfants un monde meilleur. Et parmi les dimensions de ce monde que je crois nous voulons laisser à nos enfants, il y a l'idée de leur léguer une France qui soit libre, et en particulier qui soit défaite de cette triple dette qui pèse sur son dos et que nous risquons, si nous ne faisons rien, de léguer à nos enfants: la dette financière, la dette technologique et la dette écologique. La dette financière, François Bayrou a été l'un des premiers à la dénoncer, consiste à dire que nous ne pouvons vivre à crédit en transférant aux générations futures la charge financière de nos modes de consommation aujourd'hui. Alors comment fait-on ? Il y a d'abord une attention particulière aux recettes et aux dépenses du budget de l'État et de la sécurité sociale. Et avec Jean-Paul, avec Marina, avec les collègues de la Commission des finances, on a fait ce qu'on a pu dans la législature qui vient de s'achever. Et nul doute que dans celle qui commence, des progrès pourront être faits. Il faut aussi, pour rembourser cette dette, que nous créons plus de richesses. Et je ne reviens pas sur les propos de notre président, François Bayrou, sur la question du travail, de sa réhabilitation, qui est indissociable de la question des retraites. Et c'est ainsi que toute cette dette accumulée pendant les années de Covid notamment, mais auparavant, puisque nous n'avons jamais saisi l'occasion qui était donnée par les périodes de croissance et d'expansion pour désendetter notre pays, eh bien, en réussissant ce grand pari du travail, avec la réforme des retraites, celle des lycées professionnels, celle du service public de l'emploi, eh bien peut-être que nous arriverons à nous en défaire. La deuxième dette, c'est la dette technologique. Ça a été évoqué. Nous ne pouvons accepter, dans le monde changeant dans lequel nous vivons, avec des menaces nouvelles, avec un fractionnement des blocs régionaux, de dépendre pour les technologies vitales de grandes puissances étrangères. Et je ne veux pas faire l'article de toutes les technologies desquelles nous ne devons pas rester dépendants et sur lesquelles nous ne devons pas accumuler du retard, parce que vous avez dans la salle des experts de ces disciplines. Si vous interrogez sur la question justement du numérique, de la souveraineté numérique, vous avez Asma qui est là, vous avez Philippe Latombe, je ne sais pas s'il est encore dans la salle, qui maîtrise parfaitement ces sujets. Si vous interrogez sur les questions d'hydrogène, de constellation de satellites, vous avez Christophe Grudler qui travaille activement au niveau européen pour essayer de nous donner les outils pour acquérir cette indépendance, puisqu'aujourd'hui nous dépendons encore beaucoup trop largement de puissances étrangères. Sur la question industrielle, nous avons agi dans le quinquennat qui vient de s'achever, puisque nous avons mis fin à l'hémorragie de l'emploi industriel et on ouvre en France désormais plus d'usines qu'on en ferme. C'est le début de ce qu'est la reconquête de notre capacité à produire en France, là aussi un thème que François Bayrou a su mettre sur le devant de la scène. Et s'agissant de l'industrie aéronautique, vous savez qu'avec Jean-Luc, avec Laurent Esquenet, vous avez sans doute parmi les meilleurs experts. Donc la dette technologique, qui est la deuxième dette que nous ne pouvons laisser ou transférer à nos enfants. Et puis la dernière, c'est la dette écologique. Là aussi, je ne vais pas balayer tous les sujets, mais puisque Laetitia en a parlé sur le sujet du numérique. Sur le sujet du numérique, nous avons une empreinte carbone qui est un peu moins importante que ce que certains voudraient parfois laisser penser. L'empreinte carbone du numérique, c'est aujourd'hui 2 à 3% de l'empreinte carbone de la France. Mais c'est évidemment une empreinte qui est amenée à beaucoup augmenter dans les années qui viennent. Alors que faut-il faire ? Faut-il éteindre les ordinateurs, éteindre les téléphones, basculer sur le Wi-Fi ? Non, je crois que Laetitia l'a évoqué. Il faut prendre le sujet à bras-le-corps et s'interroger là où sont les véritables problèmes. Où l'empreinte carbone du numérique se situe-t-elle ? Elle se situe essentiellement dans les smartphones et dans les tablettes, et en particulier dans la fabrication des smartphones et des tablettes. C'est 80% de l'empreinte carbone, 80% des émissions carbone du numérique et des télécoms, ça vient de la fabrication des téléphones et des smartphones.
des smartphones et des tablettes. Et donc, si on veut réduire l'empreinte carbone du numérique, alors il faut faire ce travail d'inventaire, ce travail de réflexion, identifier là où sont les vrais problèmes, pour identifier ensuite ce que sont les bonnes solutions. Et parmi les bonnes solutions, en tout cas, moi je crois qu'il faut continuer à les pousser, la question de l'obsolescence, la question de la copie privée, et d'autres sujets qui, pour l'instant, nous empêchent d'arriver à faire ce qu'on a fait dans l'automobile, où il y a encore quelques décennies, on achetait 80% de véhicules neufs et 20% de véhicules d'occasion. Il faut que dans les quelques années qui viennent, eh bien, on passe de 80% de smartphones et tablettes neufs à 80% de smartphones et tablettes d'occasion. Si nous arrivons à libérer la France, si l'on peut dire, de cette triple dette qui a été très bien évoquée par nos experts sur le plateau, alors nous aurons fait œuvre utile. Et pour peut-être amender la devise de Mayotte, Hélène, et félicitations pour le petit film, la France que nous voulons céder à nos enfants, c'est une France qui est libre. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes engagés, nous sommes là aujourd'hui à Guidel et engagés pour la suite. Merci beaucoup, cher Jean-Noël. Alors, il nous reste assez peu de temps pour répondre aux quelques questions qui nous ont été posées. Alors, peut-être une question, Jean-Noël, pour toi. On parle beaucoup planification pour affronter les défis de demain, un succès français de planification, la fibre. Ça tombe bien. Alors, donc, pour se détacher de cette triple dette que j'évoquais, il y a deux leviers importants. Le premier, c'est l'Europe. Et les parlementaires européens le savent bien. Pendant la présidence française de l'Union européenne, nous avons mis les GAFAM à genoux sur un certain nombre de sujets. Et nous ne l'avons fait que parce que nous l'avons fait en européen. Et parce que nous avons fait comprendre aux GAFA que sur un certain nombre de sujets, s'ils veulent accéder au plus grand marché unique du monde, s'ils veulent accéder au grand marché unique de la plus grande démocratie du monde, alors ils doivent respecter un certain nombre de règles que nous voulons imposer. Et ces règles seront mises en œuvre dans les mois qui viennent. Vous en entendrez parler, c'est le règlement DSA et le règlement DMA. Et c'est une véritable avancée que nous n'avons pu conquérir qu'en européen. Le premier levier, c'est l'Europe. Et le deuxième, c'est la planification. Et c'est une excellente nouvelle que d'avoir amené ensemble le Haut Commissariat au plan, d'un côté, qui fait le travail de prospective, et le Conseil national de la refondation de l'autre, qui fait le travail de concertation. Parce que la vision que nous avons pour relever ces grands défis, c'est celle de Jean Monnet au moment de la reconstruction. Poser un diagnostic clair qui s'appuie sur des connaissances scientifiques, et ensuite faire dialoguer les parties prenantes pour qu'elles comprennent les contraintes qui sont celles des uns et des autres, et qu'elles puissent se projeter ensemble sur un objectif commun. Et donc, sur la question de la planification, sur de la transition écologique en particulier, et pour ce qui me concerne de la planification écologique pour le secteur du numérique, nous nous engageons, comme l'ensemble des ministères, dans une grande démarche de planification écologique, celle que le président de la République a annoncée lors de son discours de Marseille, et celle dont la Première ministre a la charge désormais, avec le soutien, l'encouragement et l'aiguillon du Conseil national de la refondation. Europe et planification, ce sont les deux leviers de puissance dont nous disposons pour réussir ces trois grands défis que j'évoquais tout à l'heure. Merci Jean-Noël. Autre question, alors je ne sais pas qui voudra y répondre, c'est une question sur les investissements que nous conduisons aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'on est au rendez-vous pour affronter la concurrence, notamment des modèles américains et chinois? Donc c'est un peu une thématique qu'on a abordée un peu tout à l'heure avec Asma. Peu importe, comme vous voulez, qui se sent. Du coup, je ferai circuler la parole. Alors moi, je ne la tournerai pas comme ça, la question. Merci de l'avoir posée. Pardon, hein, mais c'est mon travers peut-être de prof. C'est pas est-ce qu'on investit assez, c'est est-ce qu'on investit bien. Je reviens toujours à ma marotte. Donc la question, c'est pas tant la quantité. Les moyens sont extrêmement restreints en Europe. On n'a pas aujourd'hui les moyens, les milliards que les États-Unis, en partie, et encore plus la Chine, aujourd'hui sont capables d'aligner sur l'IA, le quantique, etc. Donc avec ce qu'on a, dans une économie de frugalité, on va dire, comment est-ce qu'on investit le mieux possible ou le plus efficacement possible? Et donc, je reviens à cette réponse que je donnais du coup de façon anticipée à la question sur quels sont les choix et donc quels sont les renoncements. Comment est-ce qu'on investit, de façon efficace pour avoir le meilleur retour sur investissement pour la nation? D'accord, merci. Alors, évidemment... Oui, vas-y, je pourrais dire que le gouvernement a mis en place un plan d'aide à l'aéronautique de 20 milliards d'euros pour l'aider dans sa transition numérique. Et donc, ça part Airbus, tous les sous-traitants d'Airbus en France et
c'est ouvert également à des gens qui ne sont pas des sous-traitants d'Airbus. Nous avons en France des sociétés qui créent de nouveaux avions, des start-up de l'aéronautique, qui ne sont donc pas des sous-traitants, qui dans le premier plan initial n'étaient pas visés et qu'on a réussi à intégrer dans le plan. Donc il y a des choses qui se passent. Merci Jean-Luc. Alors, une question, Laetitia, celle-ci, elle est vraiment pour vous. Hein. Peut-on garder une croissance économique avec l'augmentation de la durabilité des produits? Je pense que vous allez nous dire oui, et vous allez nous expliquer pourquoi. Oui, sans suspense, en effet, tout à fait. En fait, c'est une autre économie qu'il faut travailler, évidemment, une transition, en fait, des acteurs aussi qui sont classiques dans cette économie linéaire de la vente de produits de plus en plus souvent et de plus en plus nombreux. Et dans les voies justement de la croissance qui est compatible avec cette durabilité des produits, il y a la réparation déjà. Il y a beaucoup d'innovations maintenant dans la réparation au niveau de la robotisation des chaînes pour que ce soit plus performant, de l'accès aux pièces détachées. Il y a également tout ce qui est économie autour de l'entretien. Par exemple, des groupes qui maintenant proposent des abonnements pour accompagner finalement les clients, non pas à renouveler l'équipement le plus vite possible, mais à l'accompagner dans l'entretien, puisqu'il faut savoir que près de 50% des pannes n'ont pas besoin de pièces détachées et en fait sont dues à un manque d'entretien tout simplement. Donc c'est la question de comment on accompagne cet entretien et cette sensibilisation. Et donc des abonnements, des choses intéressantes, des nouveaux modèles économiques basés sur le service. Et ça, c'est vraiment des choses importantes. Et puis, comme on le disait, le reconditionnement, une grosse voie d'avenir aussi de croissance. De plus en plus de produits qui sont vendus, y compris dans des boutiques classiques, des grandes chaînes de magasins, qui se mettent au reconditionné. Parce que c'est une voie plus sobre de consommer qui permet d'éviter beaucoup de matières premières, puisque, comme on l'a dit, la fabrication, c'est vraiment la bête noire du problème. Donc oui, il y a des solutions, il y a beaucoup d'emplois. Dans la réparation, par exemple, c'est 3 fois plus d'emplois que si on est sur du recyclage. Donc clairement, il y a un boulevard dans l'économie circulaire pour créer de la croissance. Mais attention, l'ADEME a démontré qu'il y a... L'ADEME a démontré dans un document que je vous invite à lire qui s'appelle Transition 2050 qu'il y a plusieurs scénarios pour arriver aux objectifs, aux objectifs climatiques et qu'il faut vraiment avoir un juste milieu entre sobriété et efficacité. Ne pas, la croissance verte à tout prix, croire que la technologie va tous nous sauver. D'après l'ADEME, ça ne correspond pas en fait, aux objectifs climatiques. Donc on peut le vouloir, mais il faut savoir qu'on sera au-dessus des 2 degrés et qu'on vivra relativement mal sur la planète. Merci beaucoup. Oui, Fabienne. Juste un tout petit mot, mais juste rappeler que en région Bretagne, on est la région où le poids de l'ESS est le plus important en France. Donc c'est aussi ça, c'est quel modèle d'entreprendre. Et je trouve que c'est on peut promouvoir en tout cas l'économie sociale et solidaire sur les transitions à venir. Oui, parce qu'un segment d'emploi aussi, un gisement d'emploi très important. Alors on a une question, Président, peut-être que tu pourrais y répondre. Donc, quelles seraient les mesures urgentes à prendre pour que les entreprises innovantes grandissent plus vite en France? Ça, c'est typiquement pour un président de groupe. Il me semble qu'on a déjà pas mal d'outils à notre disposition pour permettre l'agrandissement, l'accroissement des entreprises. Alors, elle se fait comment? Par croissance interne ou croissance externe. Donc, favoriser peut-être le regroupement des entreprises et autres. Mais dans notre législation, qui n'est peut-être pas assez bien connue, on a un problème d'information, de communication, pour permettre, je dirais, le développement de ces entreprises. Vous savez, c'est de la PME, de la petite entreprise, on grandit, et puis c'est ce qu'on appelle l'ETI, l'entreprise de taille intermédiaire, qui peut aussi, mais bon, je dirais c'est un autre mode de gouvernance et autres. Par contre, il y a un sujet qui me semble important, qu'on connaît bien dans l'aéronautique, c'est l'organisation de la sous-traitance et les rapports entre grands donneurs d'ordre et petits donneurs d'ordre. Et donc, et petites entreprises. Donc, je pense que là, il faut qu'on ait une réflexion qui sécurise les rapports entre grands donneurs d'ordre et entreprises et des entreprises moyennes innovantes pour qu'elles puissent croître
respirer, hein, parce qu'on a souvent tendance, on a souvent des déséquilibres contractuels qui sont importants. Et je crois que ça, c'est un moyen de développement de ces entreprises. Voilà, moi je crois qu'on a les outils à notre disposition. Il faut que ce qui a été mis en place par le gouvernement sur France 2030 avec les investissements et autres, tout ça, ça va dans le bon sens. L'investissement public aussi, l'aide publique. Il y a également un sujet, moi, qui me tient à cœur, c'est la création de sociétés régionales d'intervention en haut de bilan pour les entreprises. Aujourd'hui, au niveau des régions, ces grandes régions manquent un peu de lisibilité et déclinées localement. Donc, moi, par exemple, je pousse à ce que parfois les départements retrouvent une compétence économique régionalement et qu'on puisse avoir des fonds d'intervention en haut de bilan pour permettre aux entreprises de grandir et de s'élever. De toute façon, on a souvent besoin de capitaux, mais également de rapports contractuels. Quand j'évoquais tout à l'heure les chiffres d'affaires, il faut que les chiffres d'affaires soient sécurisés lorsqu'on est dans des secteurs, je dirais, innovants, donc à risque. Je voudrais rebondir sur le nombre d'entreprises dans le domaine de l'aéronautique. Il y a en France 4500 entreprises qui travaillent dans le domaine de l'aéronautique. Donc il y en a une qui s'appelle Airbus, mais vous en avez d'autres qui sont des toutes petites PME, des TPE où il y a 2-3 personnes qui travaillent et qui font un produit. Et donc l'idée du gouvernement dans ce plan de France 2030, c'était justement d'essayer de rapprocher un certain nombre d'entreprises pour qu'elles ne soient pas systématiquement liées à un seul marché. Voilà. Aujourd'hui, toutes les entreprises de l'aéronautique qui travaillent sur l'A350, donc qui est un avion très long courrier, souffrent. Pourquoi ? Parce qu'il y a très peu de ventes d'A350, parce qu'il n'y a pas de ce trafic international-là. Voilà. Donc effectivement, il faut diversifier les marchés, il faut rapprocher un certain nombre d'entreprises. Merci Jean-Luc. Alors on ne va pas pouvoir prendre toutes les questions, il nous reste pas tout à fait 3 minutes avant de pouvoir notamment libérer Jean-Noël. Donc une question, Jean-Noël, sur la mise à niveau des compétences pour réussir ce pari. Oui, c'est un grand chantier. Vous vous en souvenez, on a d'ailleurs pris, avec le président de la République, un mandat auprès des Français à ce sujet, puisqu'on s'est engagé collectivement à former 400 000 professionnels du numérique en plus sur la durée du quinquennat. Alors maintenant, oui, non, mais, si vous voulez bien, on s'applaudira après si on y parvient, parce que c'est justement la question. Comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on fait, sachant qu'aujourd'hui, je vois qu'il y a un chiffre qui est cité dans la question, mais en réalité, on ne connaît pas le nombre de personnes formées aujourd'hui en France au métier du numérique au sens large. Et c'est normal, parce que des métiers du numérique, il y en a beaucoup, à tous les niveaux de qualification, dans tous les territoires. Et donc, ce que nous allons faire avec, d'un côté, l'enseignement supérieur et la recherche, de l'autre, la formation professionnelle, c'est commencer par inventorier l'ensemble des formations existantes dans notre pays aujourd'hui, qu'elles soient à l'université, qu'elles soient dans les centres de formation, qu'elles soient dans les entreprises, que ce soit des initiatives ad hoc, comme on en a vu fleurir un certain nombre ces dernières années, pour pouvoir identifier dans quel territoire, dans quel domaine, pour quel niveau de qualification il y a des manques, et pour pouvoir, à partir de là, donner un certain nombre d'impulsions. D'impulsions qui s'appuieront d'ailleurs sur un certain nombre de réformes que nous avons menées ensemble. Et on parlait tout à l'heure avec les collègues députés du manifeste du MRP de 1944. Dès 1944, le MRP s'engageait déjà pour la formation tout au long de la vie. Et si nous avons fait l'apprentissage les premières années du premier mandat, si on peut dire, et si nous faisons les lycées professionnels première année du deuxième mandat, alors nous aurons été fidèles, si je puis dire, à nos origines. Et c'est à partir de ces fondements-là que nous réussirons ce défi. Et il y a un défi associé à celui-ci, c'est évidemment celui d'attirer les filles, d'attirer les femmes dans les métiers du numérique, puisqu'aujourd'hui, elles s'en détournent complètement, alors que, vous le savez, l'intelligence est équitablement répartie entre les deux sexes, et c'est bien dommage que le numérique se prive de la moitié du talent. Donc voilà, un grand chantier à venir pour nous. Merci beaucoup, Jean-Noël. Je crois que tu dois nous quitter. Je crois que tu dois nous quitter tout de suite, ou on a le temps de prendre la dernière. Tu veux rester avec nous pour la dernière question ? Non, bon. Alors, Jean-Noël, merci beaucoup pour ta présence. C'était vraiment super de ta part d'être avec nous. Et good luck, comme on dit en patois savoyard, pour la semaine prochaine. Voilà. On peut l'applaudir tout de même, parce qu'il s'est rendu disponible pour être avec nous. Bravo et merci.
Ben oui, il y a juste une dernière question. Voilà. Bon, c'était celle qui était sur les ressources rares. Alors, que faire pour assurer notre souveraineté? C'est une excellente question qui est hyper critique. Il y a deux choses. Il y a, alors, en fait, je refais le raisonnement parce qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. La question fondamentale qui est posée là, c'est la question des semi-conducteurs, en gros. Donc, en fait, ce sont ces micro-puces, ces nanopuces qui sont utiles pour l'ensemble des équipements. Les smartphones, les micro-ondes, tout un tas les voitures, etc. Et donc, sur la question des semi-conducteurs qui cristallisent un peu cette tension géostratégique, en effet, vous avez aujourd'hui un leader qui est taïwanais. Et donc, avec la crise cet été, typiquement, qu'on a eu entre la Chine et les États-Unis sur la question de Taïwan et notamment sur la question des semi-conducteurs, c'est donc posé la question de notre stratégie sur cette industrie-là. La stratégie américaine, et qui pourrait en fait servir d'exemple à l'Europe qui aujourd'hui n'a pas exactement pris toute la maturité sur ce sujet-là, c'est d'une part de régionaliser, c'est-à-dire en fait de rapatrier un certain nombre d'usines, mais à un très haut niveau, si vous voulez, d'innovation sur le sol, ou en tout cas dans les régions amies, on va dire. Donc ça, c'est le premier sujet. Et puis le deuxième sujet, c'est de trouver d'autres innovations qui permettent de court-circuiter l'usage de ces matériaux-là. En l'occurrence, sur la question des semi-conducteurs, qui est pour moi le cas d'école, aujourd'hui, les principaux producteurs de ces ressources rares sont en réalité la Russie, l'Ukraine, le Japon. Alors, sur le Japon, on n'a pas encore de grands problèmes d'alliance et d'industrie et de commerce. Sur l'Ukraine et la Russie, ce qu'on a vu apparaître, en fait, c'est un chantage, c'est de la coercition et surtout une explosion des prix. Donc, c'est toujours des stratégies à double détente. Qu'est-ce qu'on fait à court terme? Qu'est-ce qu'on fait à long terme? Régionaliser, innover et tenir ce fameux rapport de force. Très bien, merci Asma. C'était le mot de la fin. Un grand merci à tous d'avoir participé à cette table ronde. Et Fabienne, pour un bizutage, bravo. Merci.